Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Guillaume Péladan, qui est gérant d'investissement et directeur de la recherche environnementale de la société de gestion Sycomore. Jean-Guillaume est tout d'abord, il aime le rappeler, un scientifique. Il est expert dans la transition écologique et il a créé un modèle de notation des entreprises permettant de définir leur contribution environnementale. Il se sert quotidiennement de ce modèle, la NEC, la Net Environmental Contribution, pour investir dans les entreprises qui ont un impact positif sur la planète. Dans la première partie de cette interview, Jean-Guillaume nous explique ce modèle et dans la deuxième partie, il nous livre sa vision du monde et nous explique ce qu'est la transition écologique à ses yeux et ce qu'elle implique. C'est une interview passionnante, je suis persuadé que Jean-Guillaume va vous marquer. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Jean-Benoît. Eh bien, en quelques mots, moi je suis un ingénieur. J'ai une formation scientifique et je suis aujourd'hui en charge des investissements et de la recherche sur l'environnement chez Sycomore Asset Management. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors moi j'ai un parcours qui est ancré autour de l'écologie. Ça a démarré à la fin de mes études d'ingénieur, avec une formation qui était orientée à la fois sur la chimie, la physique, et la biotechnologie et l'économie. J'ai travaillé tout d'abord dans le traitement des eaux usées, donc tout ce qu'il y a au bout des égouts. Et j'ai passé 6 belles années chez Degremont, une filiale de Suez. Et ensuite, je voulais apprendre et j'ai rejoint le Boston Consulting Group pour faire de la stratégie. Ça a été une expérience très formatrice. Et je suis retourné ensuite, pendant 8 belles années, diriger des filiales sur le terrain, chez Suez à nouveau, mais dans les déchets cette fois. Et donc, j'ai découvert la diversité de l'arrière-boutique de notre société de consommation à travers les métiers de la collecte et du recyclage. Voilà, et ensuite j'ai eu la chance d'aider Jean-Marc Jancovici à créer The Shift Project, qui est aujourd'hui une association, une ONG devenue très visible, un acteur vraiment militant pour la transition décarbonée. Et j'ai basculé dans la finance très peu de temps après, en fait, d'abord à l'ADEME, dans le secteur public. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui devenue Agence de la transition écologique, où je me suis occupé des investissements d'avenir. Donc il s'agissait d'investir en fait dans tous les projets d'innovation verte en France, qui concernent le champ très large de la transition écologique. Et puis j'ai rencontré Sycomore il y a plus de 5 ans, et je les ai rejoints pour porter la stratégie environnement de ce gérant d'actifs. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Sycomore ? Sycomore Asset Management, c'est une entreprise à mission. Et on est très fiers de cette mission qui est rentrée dans nos statuts cette année, qui correspond à notre ADN. On est une entreprise à taille humaine, parce qu'on est 70 personnes, et on gère 7 milliards d'euros d'actifs, principalement des actions cotées et aussi des obligations. Avant que tu rentres un petit peu dans les détails de ton métier chez Sycomore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion des déchets en général en France ? Alors j'aime beaucoup le sujet des déchets. Lorsqu'on regarde en fait ce qu'on dit, lorsqu'on parle des déchets, on parle souvent de ce qu'on met de soi-même en tant que citoyen dans sa poubelle chez soi. Et ça représente en gros 1 kilo par jour. Lorsqu'on rajoute ce qui est déchetterie ou encombrant, on va rajouter 200 grammes par jour. Et ça, c'est ce qu'on voit. Et donc il y a énormément y compris de bruit médiatique sur ça. Mais lorsqu'on prend du recul,
et qu'on regarde vraiment l'ensemble des déchets qui sont générés, qui vont être des déchets agricoles, des déchets de chantier, qui vont être des déchets industriels, des déchets des administrations et des commerces, le champ est beaucoup plus vaste. Lorsqu'on parle des déchets, finalement, que l'on voit, c'est 2% de la réalité. Tout le reste, il se fait dans les pays qui vendent des produits que l'on importe chez nous, et il se fait dans les mines, dans les carrières, et sur toute la chaîne qui se termine avec les produits que nous voyons au quotidien. Donc là, en fait, c'est un sujet qui est souvent abordé par le petit bout de la lorgnette, et cet écart de perception, il est assez révélateur de notre perception qui est en général assez décalée sur l'ensemble des impacts qu'on a sur l'environnement, parce qu'on essaie de les apprécier avec notre quotidien, mais notre quotidien ne nous donne pas une image fidèle de notre impact. Quand on reprend un petit peu ton parcours de la gestion des déchets, le traitement des eaux jusqu'à être gérant chez Sycomore, est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu poursuis depuis le début de ta carrière? Alors l'environnement, bien sûr, c'était mon premier choix de métier. Après, ma motivation profonde, c'était tout simplement de comprendre et d'essayer de contribuer. Enfin, vraiment Alors, je suis vraiment scientifique en termes de formation, et j'ai toujours une énorme joie que parfois j'essaie de transmettre quand je comprends finalement un petit peu mieux le monde qui m'entoure. Et quand j'avais 20 ans et quelques, je me disais tiens, il y a tout un champ qui est celui de la dépollution et de la protection de l'environnement qui sont des métiers qui sont plutôt récents, et donc c'est ça qui m'a attiré. Et depuis que j'y suis rentré, ça m'a passionné. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter un petit peu ce que tu fais chez Sycomore ? Alors, chez Sycomore, j'ai 2 casquettes. Vraiment, je sers, on va dire, de référent en matière d'environnement, à la fois en termes de stratégie des fonds, et puis sur l'évaluation environnementale des entreprises. Donc ça m'amène à rencontrer beaucoup d'entreprises, alors plutôt sur je dirais celles qui sont les plus en transition ou qui ont déjà réalisé leur transition. Et voilà, je propose mon expertise sur des sujets que j'ai connus soit de l'intérieur, soit en tant qu'investisseur public à l'ADEME. Donc sur tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est stockage de l'énergie, tout ce qui peut être hydrogène, ce qui peut être performance écologique et énergétique des bâtiments, des matériaux, des produits, ou les réseaux électriques intelligents, les biocarburants, etc. Ça, c'est ma première casquette. La deuxième casquette, c'est vraiment l'animation transversale sur justement l'ensemble notre stratégie capital naturel qu'on a rendu public il y a 5 ans maintenant, et sur tous les sujets qui sont de plus en plus montants, notamment cette année la biodiversité. Et donc ça m'amène à faire beaucoup de formation aussi en interne et de déploiement de nos outils, dont la Net Environmental Contribution, qui est une métrique d'alignement, de mesure de l'alignement de n'importe quel modèle économique avec la transition écologique. Tu viens de mentionner le capital naturel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ce que c'est que cette stratégie ? Alors, la stratégie environnementale consiste à prendre en compte tout simplement le fait que nous ne vivons que grâce à un bien commun, qui est l'ensemble du vivant. On peut l'appeler la biosphère. On parle de capital humain d'un côté, et ça fait partie aussi de stratégies qui sont très très ancrées dans l'ADN de Sycomore, et le fonds notamment Happy at Work qui incarne cette stratégie. Sur le capital naturel, j'ai créé avec les équipes de Sycomore il y a plus de 5 ans maintenant Sycomore Éco-Solutions, qui justement était un fonds qui était complètement dédié à la transition écologique. Et voilà, la notion de capital naturel qui est de plus en plus utilisée, ça représente tout simplement l'ensemble du bien commun du vivant qui permet aux êtres humains et à toutes les autres espèces vivantes de bénéficier de ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont tout simplement la régulation du climat, la régulation du cycle de l'eau, du phosphore, de l'azote, etc. Et donc cette stratégie a pour but de proposer à nos clients des produits qui sont alignés avec la restauration ou la
le moindre impact sur l'ensemble de la biosphère. Tu peux nous donner des exemples d'investissements du fonds Écosolutions ? Ah oui, bien sûr. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce que nous on appelle les écosolutions ? Ce sont tous les modèles économiques qui contribuent positivement à la transition écologique. Donc, alors bien sûr, ce qui est assez évident, c'est qu'on va y trouver les énergies renouvelables. Bien sûr, on va y trouver tous les sous-jacents de l'électrification. Alors qui est pas bonne en soi si l'électricité qui est produite est très carbonée, mais qui en revanche permet d'intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable et permet des solutions d'économie d'énergie à travers les réseaux électriques intelligents, par exemple. Donc, ce qui est moins évident peut-être, alors il y a le recyclage bien sûr qui est évident, qui permet de fabriquer des matières premières secondaires qui vont donc se substituer à une matière première qu'on appelle primaire ou vierge, et donc moins d'extraction. Tout ce qui est performance des bâtiments, pour éviter d'avoir des passoires énergétiques, donc tout ce qui est isolant et tous les matériaux et les services qui sont autour de la rénovation thermique des bâtiments et les constructions qu'on appelle souvent bas carbone, voire les bâtiments à énergie positive. On y retrouve aussi tout ce qui est alimentation à faible impact. Donc là, avec une place privilégiée pour le végétal, évidemment, parce que lorsqu'on compare les impacts des protéines animales et des protéines végétales, il y a des ordres de grandeur en termes d'impact. Et il faut quand même savoir que à peu près la moitié des surfaces agricoles utiles mondiales sont réservées à l'alimentation animale. Donc voilà, et on va y trouver des solutions de mobilité moins impactantes, les plus efficaces en termes d'environnement, donc le train et le vélo, évidemment. Et puis une partie des transports sur route. Alors les transports en commun, oui, on va y trouver les bus, évidemment, les transports publics de manière générale, le métro aussi, et puis une partie des acteurs de l'automobile, mais que celles qui contribuent à une meilleure performance environnementale. Tout à l'heure, tu as mentionné la NEC, la Net Environmental Contribution, donc la contribution environnementale. C'est quelque chose que tu as créé, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cette méthode d'analyse exactement ? La NEC, c'est une belle histoire. L'histoire a démarré il y a 5 ans et demi, lorsque nous avons souhaité, j'ai rejoint Sycomore, créer le fonds Sycomore Écosolutions, justement. Et donc, nous avions besoin d'une mesure qui avait un socle solide, en termes scientifiques, pour sélectionner justement les entreprises dont j'ai parlé, qui sont alignées avec la transition écologique. Donc on a commencé à travailler avec des consultants pour définir quelle pouvait être cette métrique, sachant que ce qui était disponible sur le marché n'était absolument pas satisfaisant, notamment l'empreinte carbone qui a énormément de limites. Et donc nous avons créé cette métrique, nous l'avons testée sur Sycomore Écosolutions. Elle a donné des résultats très intéressants. Elle parlait à nos clients et on a décidé, dans le cadre de l'ensemble de la transformation de la finance qui s'opérait à ce moment-là, à partir de 2015, c'est quand même l'année de la COP21. Les années suivantes ont vu s'accélérer le momentum général de réglementation qui visait à intégrer mieux les sujets environnementaux, notamment le climat. Et donc, on avait des obligations en France depuis 2016, le fameux article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et donc, tout cela nous a poussé à développer encore plus loin cette métrique pour qu'elle serve à tous Sycomore. Et donc, on l'a testé, on l'a approfondi avec d'autres consultants. On a élargi l'équipe. Au début, il y avait l'entreprise iCare et Consult, et puis Cantis est arrivé aussi à ce moment-là pour nous aider. Et nous avons testé cette métrique à l'échelle de l'ensemble de notre portefeuille. Et on a décidé, 1 an après, de la proposer à l'écosystème sous un format open source pour qu'elle puisse avoir un impact. Parce que sur le sujet de la transition, comme sur bien des sujets, si on veut agir, il faut d'abord mesurer où on en est. Et après, on peut mesurer si on progresse ou pas selon cette mesure. Et donc finalement, c'est devenu la NEC Initiative depuis 1 an et demi, qui aujourd'hui regroupe une dizaine de membres. Et cette innovation au départ, qui était une innovation produit, est devenue une innovation entreprise. Et maintenant, nous avons l'ambition de la pousser comme innovation pour le secteur.
Tu peux rentrer un petit peu dans les détails de cette contribution environnementale? Elle prend quoi en compte exactement? Qu'est-ce que c'est une société avec une bonne NEC, avec une bonne contribution environnementale? Alors, ce qu'elle cherche à mesurer, c'est vraiment de répondre aux besoins à la fois d'un gérant, donc qui est vraiment celui qui va au quotidien décider d'acheter ou vendre, et qui connaît l'entreprise, et qu'elle puisse donner une information fiable à un client, qui soit d'ailleurs un client professionnel, institutionnel ou toi et moi, un particulier. Et donc ça, c'est l'ambition, d'où le fait d'avoir choisi une mesure unique qui va de moins 100% à plus 100%, et où le 0% au milieu de l'échelle représente la moyenne de l'offre mondiale. Voilà, lorsqu'on parle d'alimentation, la moyenne du mix mondial en termes d'alimentation, il tombe à 0%, et c'est comme ça que sont calibrées toutes les échelles de NEC. Et donc tout ce qui va s'approcher du marron vers le moins 100, et on va retrouver par exemple l'électricité produite à partir de charbon, on va retrouver les jets privés ou les vols courte distance, va incarner en fait ce qui a le plus d'impact, ce qui est le pire entre guillemets en termes d'impact environnemental, rapporté à la fonction desservie, qui est je me déplace d'un kilomètre, ou je déplace une tonne si je fais du fret pendant un kilomètre. Tout ce qui est de l'autre côté, vers les NEC qui sont autour de plus 100%, on va y trouver les réponses claires à la transition écologique, compatibles avec les objectifs environnementaux de long terme, dont l'ambition de lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr. Et on va y trouver la plupart des électricités renouvelables. On va y retrouver le train, le vélo, les légumes bio, en vrac, là c'est le top, ou des légumes qui sont fournis en circuit court. On va y trouver tout ce qui est les meilleures performances en termes de bâtiments. Et au milieu de l'échelle, où se trouve quand même le plus gros de l'économie, où tous les métiers indifférenciés qui servent un peu tous les secteurs, et notamment beaucoup du secteur financier, qui alimente et finance en général un ensemble d'acteurs avec un mix très diversifié, vont se retrouver autour de zéro, qui est la zone grise. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais si on prend par exemple la voiture électrique, est-ce que ça a une bonne NEC? Est-ce que ça a une bonne contribution environnementale ou pas? Parce que le fait de rouler à l'électricité renouvelable, c'est une bonne chose, mais si on prend la construction en amont et les batteries en lithium, par exemple, c'est probablement une moins bonne chose pour l'environnement. Alors, c'est une très bonne question, et en général, il n'y a pas de réponse simple à ce genre de questions. Et la force de la NEC, parce que j'ai pas répondu à la manière dont elle était construite, qui était la deuxième question. Donc, en fait, la manière dont elle est construite, c'est de regarder les meilleures informations scientifiques disponibles sur telle ou telle activité, métier, produit. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce corpus de données scientifiques et de vérification et d'études, il s'accumule depuis des décennies dans le format le plus utilisé, le plus rigoureux de l'impact environnemental, qui est l'analyse de cycle de vie, sous forme de base de données, et aussi beaucoup sous forme d'études comparatives publiées par des instituts internationaux, des ONG, etc. Donc il y a un ensemble, en fait, il y a une richesse d'informations qui existent, également sous forme de labels environnementaux. Alors tous les labels ne se valent pas, là aussi il faut faire une revue critique, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres. Mais donc on a cette mine d'informations d'un côté, et on a l'objectif de synthétiser ça sous forme d'une métrique unique qui est la NEC. Et en fait, ce qu'est la NEC, Net Environmental Contribution, c'est juste une méthodologie d'agrégation entre ces meilleures données scientifiques existantes qui sont accessibles et qui sont en général en source ouverte, d'où le caractère open source, donc elles sont publiques, accessibles à tout le monde, et le fait de l'agréger d'une manière cohérente. Et donc si je viens à l'exemple de la voiture électrique, il n'y a pas de réponse unique. Parce qu'une voiture électrique, si vous roulez avec une électricité qui est très carbonée et qu'elle est très lourde, c'est une aberration environnementale. Et elle aura une NEC qui sera, alors, pas catastrophique parce qu'il y a un vrai gain en termes de qualité de l'air, mais qui sera mauvaise, ou qui sera grise, par exemple, au milieu de l'échelle. Si vous êtes sur une petite voiture, une Zoé qui roule en France, là, vous êtes dans des bonnes NEC parce qu'on a un mix décarboné. Et là, il y a un vrai gain en termes de climat qui n'est absolument pas vrai dès que vous avez une voiture assez lourde. Et par construction, une voiture électrique va être plus lourde parce qu'elle porte les batteries.
Et donc, voilà. En fait, la force de la NEC, c'est qu'en fonction du pays ou de l'usage, on est capable de calculer une NEC qui est différente et qui reflète la réalité des impacts. Donc, on est sur une mesure qui est basée sur les impacts environnementaux et qui sont des unités physiques. Et peut-être un dernier exemple pour comprendre, si on prend une voiture moyenne mondiale, eh ben, elle est occupée en moyenne par 1,4 passagers et elle a une NEC de -6. Ça, c'est la valeur par défaut lorsqu'on n'a pas d'information. Si vous prenez cette voiture et que vous utilisez Blablacar comme service, où du coup vous allez avoir 2 personnes en plus dans la voiture, voire 2 personnes et demie, on va monter entre 3,5 et 4 personnes en moyenne par voiture, mais vous allez être beaucoup plus efficace. Parce que vous faites une sorte de transport en commun avec une voiture existante. Et là, la NEC bondit de -6, elle passe à +90. Parce qu'on est vraiment dans un usage qui est tout à fait compatible avec la transition écologique, parce qu'on a divisé l'impact de cette mobilité par un facteur au moins 3. La NEC, la contribution environnementale, elle donne une notation pour une société donnée ou pour une activité donnée? Par exemple, si je prends l'exemple de la société Total, est-ce que tu vas calculer la contribution environnementale de Total ou alors les contributions environnementales des différentes activités économiques de Total? Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pour calculer la NEC, tout simplement, on raisonne par famille de produits. Donc on regarde une voiture électrique, où elle roule, et ses caractéristiques, si on les a, sinon on prend des valeurs par défaut, évidemment. Et donc, après, on va les agréger pour avoir la NEC de chaque division d'une entreprise. Et donc Total, on va regarder. Alors oui, Total aujourd'hui est un acteur des énergies renouvelables, mais en revanche, ça pèse une toute petite partie de son chiffre d'affaires. C'est en croissance, mais ça part de quasiment zéro. Ça a vraiment démarré, on va dire, il y a avec l'achat de SunPower, il y a une dizaine d'années, par exemple, aux États-Unis, donc le fabricant de panneaux solaires photovoltaïques, et ça s'est accéléré pendant cette décennie, avec aujourd'hui clairement des annonces récentes vers une accélération de cette transition. On va regarder le mix pétrolier ou gazier. Alors Total a fait un pas et va continuer à le faire pour augmenter sa part de gaz, et la NEC du gaz est moins mauvaise que celle du pétrole, et qui est elle-même moins mauvaise que celle du pétrole de schiste, par exemple, ou des sables bitumineux. Donc on regarde vraiment les choses par activité et on l'agrège pour avoir la NEC d'une entreprise, de même que si on a une holding qui possède plein de participations, une société de private equity, eh ben on va calculer la NEC par actif et après on va l'agréger. Et de même que chez Sycomore, on agrège après les NEC des entreprises qui sont dans les portefeuilles en publiant la NEC de tous les portefeuilles. On fait ça depuis 3 ans. Si je comprends bien, je pourrais avoir par exemple 2 sociétés qui ont exactement le même business, mais qui opèrent dans 2 pays différents. Et donc par exemple la Chine et la France. Et donc elles pourraient avoir des contributions environnementales très différentes parce que l'une utilise par exemple encore de l'électricité nucléaire et l'autre utilise de l'électricité provenant de centrales à charbon. Tout à fait. Après, nous n'avons aucune prétention sur cette démarche qui est vraiment collective, parce qu'on a été très nombreux, on est toujours très nombreux autour de la NEC initiative. On n'a pas la prétention de pouvoir tout mesurer, et justement, on est très transparent sur ce qu'on sait mesurer et qu'on ne sait pas mesurer. Aujourd'hui, les impacts de la mobilité sont pris en compte en termes de gaz à effet de serre, donc sur la composante climat, et en termes de qualité de l'air. Donc on va mesurer principalement les impacts en termes de particules fines et de NOx. Les impacts de type matière, comme sur les batteries, aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans la NEC parce qu'on manquait d'informations fiables, parce qu'il y a des choses qui sont récentes. Et donc le volet déchets, en gros, sur ce référentiel, qui est téléchargeable sur Internet, parmi les 15 référentiels de la NEC, ne traite pas l'aspect matériaux. Dans une version ultérieure, il faudra qu'il le traite. Est-ce que tu penses qu'à terme, le score de la contribution environnementale des sociétés pourrait devenir public pour les consommateurs? Ça pourrait les aider, par exemple, à choisir un produit plutôt qu'un autre qui provient d'une société qui a une bonne contribution environnementale par rapport à une autre société qui a une moins bonne contribution environnementale. Alors, ça fait clairement partie des possibilités. Et d'ailleurs, les référentiels dont je vous ai parlé, ils sont déjà publics. Parce que notre conviction, c'est qu'on ne peut pas proposer à un écosystème un standard s'il n'est pas transparent. Il faut que ce qu'il y a dedans, la manière dont c'est calculé, soit complètement
claire, transparente et contrôlable par des tierces parties. Et donc, alors c'est en anglais, parce qu'on a travaillé uniquement en anglais dès le départ sur l'ANEC, mais c'est aujourd'hui 300 pages de méthodologie qui sont téléchargeables sur le site de l'ANEC Initiative et qui expliquent justement comment on va réussir à capter, métier par métier, les principaux impacts environnementaux. Et là, l'autre caractéristique de l'ANEC dont j'ai peu parlé, c'est qu'elle n'est pas mono-thématique, c'est-à-dire elle ne prend pas en compte que le climat. Parce que si on prend en compte un seul des impacts environnementaux, par exemple le climat, on passe à côté de l'impact sur la qualité de l'air, on passe à côté de l'impact sur les déchets, on passe à côté d'impact sur la qualité de l'eau. Et donc, elle prend l'ensemble des principaux enjeux environnementaux et c'est sa dimension holistique. Ça, c'est très important. Et donc, par exemple, l'ANEC a été choisie par une application récente qui vient de sortir il y a un mois sur les smartphones qui s'appelle Rift, R-I-F-T, et qui propose une sélection des produits financiers sur la base de métriques, notamment d'impact environnemental. Et l'ANEC a été choisie par Rift comme une des métriques pour répondre à la question que se pose l'épargnant, comme toi et moi, sur est-ce que mon produit finalement il est vert ou il est marron ou il est gris. Le monde financier aujourd'hui se concentre beaucoup sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. On a les sociétés qui publient leurs émissions de gaz à effet de serre. On a les sociétés de gestion qui compilent les émissions de gaz à effet de serre de leur portefeuille. On a la taxonomie qui se concentre pratiquement uniquement aussi sur ces gaz à effet de serre et sur cette empreinte carbone. Et toi, finalement, tu nous expliques qu'il ne faut pas simplement se concentrer sur l'empreinte carbone, mais qu'il faut se concentrer sur l'environnement en général. Quelles sont les limites, selon toi, de juste prendre en compte l'empreinte carbone ? Mesurer l'impact en termes de gaz à effet de serre, c'est très bien. Et la limite dont j'ai parlé, elle est liée à l'usage qui est fait aujourd'hui dans la finance de ce qu'on y appelle l'empreinte carbone ou l'intensité carbone. Il y a 3 problèmes en fait. Le premier, c'est que on va prendre au numérateur, donc pour les émissions, uniquement le scope 1 et 2. Quasiment pas le scope 3 qui est pas disponible, ce qui est très compliqué à calculer. Et juste pour rappel, le scope 1, c'est les émissions directes, donc que l'entreprise dans ses murs va émettre. Le scope 2, c'est la première partie des émissions indirectes à travers la consommation énergétique. Donc combien elle va émettre indirectement à travers sa facture d'électricité et de chauffage. Et puis le scope 3, c'est tout le reste. Les déplacements des collaborateurs et surtout tout l'empreinte qui vient de la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs, ce qu'on appelle le scope 3 amont. Et puis tout ce qui est en aval de la société, donc qui va être l'ensemble des usages de ces produits jusqu'à la fin de vie. Et juste pour te donner un exemple sur l'automobile, typiquement l'automobile, on va avoir le scope 1 et 2 qui va représenter 3% de l'ensemble de l'impact en termes de gaz à effet de serre d'une automobile. La partie scope 3 amont va peser 17%. Et puis tout le reste, c'est-à-dire 80%, c'est du scope 3 aval, donc principalement lorsqu'on roule avec la voiture. Et ce scope 3, donc, qui dans l'exemple que j'ai donné représente 97%, on n'a pas l'information. Elle est compliquée à calculer. Et donc, ça, c'est le premier problème, le numérateur. Après, il y a un deuxième problème, le dénominateur. C'est-à-dire par quoi on divise ces émissions absolues, qui sont en général le scope 1 et 2. On va les diviser par ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est soit le chiffre d'affaires, et donc là, on va avoir ce qu'on appelle l'intensité carbone, ou on le divise par la valeur de l'entreprise, ou par la capitalisation boursière, si on est sur des entreprises cotées. Et donc là, on va avoir une unité économique, en tout cas au diviseur, qui va introduire un biais considérable. Par exemple, lorsque on a la bourse qui monte, eh bien le dénominateur augmente et toutes les empreintes carbone baissent. Alors que la planète, elle n'a pas vu la différence. Et même si on prend l'intensité carbone qui divise par le chiffre d'affaires, on retrouve les mêmes biais, c'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, Ferrari, qui assemble des voitures de luxe, qui sont vendues très cher, elle va avoir un tout petit numérateur, et elle va avoir un énorme dénominateur qui va être proportionnel soit à son chiffre d'affaires, soit à sa valeur d'entreprise. Ce qui fait que l'empreinte carbone de Ferrari est très très faible. Donc si on veut
avoir un portefeuille bas carbone, mais il suffit d'acheter Ferrari. Et à l'autre opposé du spectre, on va avoir une entreprise comme Veolia, qui elle, dans son scope 1 et 2, elle a forcément les émissions de ses incinérateurs, où elle incinère en fait les déchets de tous les autres, de ses clients. Mais c'est dans scope 1 et 2. Et puis elle ne vend pas des Ferrari à 200 000 euros pièce. Elle vend des déchets, elle traite des déchets à 100 euros la tonne ou de l'eau à 3 euros le mètre cube. Et donc, elle a un tout petit dénominateur par rapport aux flux qui sont traités. Et on va se trouver avec une énorme empreinte carbone. Quand je dis énorme, c'est qu'elle va être à peu près entre 500 et 1000 fois supérieure à celle de Ferrari. Et donc, si on veut décarboner un portefeuille, c'est très simple. Vous vendez Veolia, vous achetez Ferrari. Donc, ça, c'est les 2 premiers biais. Le problème, c'est qu'il y en a un troisième. C'est qu'on est aveugle sur tout ce qui est pas carbone. Et donc, si on raisonne que CO2, équivalent CO2, on va dire par exemple que le nucléaire c'est très bien, ce qui est vrai vraiment d'un point de vue climat, mais ce qui n'est pas vrai sur les autres dimensions, en particulier sur les déchets avec les déchets nucléaires. Et pareil pour le diesel, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, à peu près 15% en moyenne à motorisation identique. En revanche, le carbone ne dit rien sur la qualité de l'air. Et donc l'idée c'était de sortir de ces pièges-là pour proposer quelque chose de beaucoup plus holistique qui n'est pas aveugle sur la biodiversité, sur les microplastiques, sur la qualité de l'air et sur les problématiques d'eau. Et c'est ça qu'on a réussi à construire en prenant une mesure physique, c'est-à-dire qu'au numérateur, il y a l'ensemble des impacts en analyse de cycle de vie et au dénominateur, on a la fonctionnalité desservie qui vont être des mètres carrés dans la construction, des kilos de protéines lorsqu'on parle d'alimentation, ou des kilos de lipides, ou des kilos de glucides, etc., etc. On voit bien que c'est un sujet extrêmement complexe qui demande d'avoir beaucoup d'informations, qui demande d'avoir des connaissances scientifiques assez poussées. Comment vous faites à la NEC Initiative pour ne pas transformer votre modèle en usine à gaz ? Et finalement, pour ne pas que les utilisateurs de votre modèle aient besoin de faire un bac plus 15 en physique-chimie. Alors, honnêtement, c'est vrai que la réalité est très complexe. Et le diable est dans les détails. Et la force de l'annexe, c'est si on veut faire un calcul détaillé et qu'on a les informations, on peut le faire. La limite de ça, c'est que si vraiment on veut être très précis, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de temps, et ça devient hors de portée. Ce qu'on a recueilli comme retour depuis 5 ans maintenant, c'est que les exemples que j'ai donnés, ça nous parle dans notre quotidien. Parce que par exemple, la viande, notamment la viande de bœuf, a une très mauvaise NEC. On est sur du bœuf en moyenne issu de l'élevage intensif, on va être à moins 100. Et alors que les légumes vont être du côté positif. Et puis après, on a donc le porc, c'est un peu moins lourd, chargé en impact. Le poulet aussi. Le poisson, on est plutôt au milieu dans la zone green, mais la protéine végétale, clairement, est beaucoup plus alignée avec la transition. Donc, ça fait chaque fois référence, comme elle est basée sur les impacts réels et finalement, elle est connectée à l'information qu'on a comme consommateur. Donc ça nous parle. Et c'est ça qui aujourd'hui nous a beaucoup encouragés, enfin pas seulement aujourd'hui, mais hier, et continue de nous encourager pour utiliser cette métrique parce qu'elle est reliée finalement avec ce que l'on apprend lorsqu'on veut développer une expertise en tant que consommateur, tout simplement. Parce que finalement, c'est les mêmes sous-jacents, ce sont les produits et les services et leurs impacts qui sont agrégés dans la NEC. Donc, la réalité, de toute façon, est forcément hyper complexe et plus ça va continuer, plus elle va se complexifier. La NEC propose une agrégation assez parlante de cette complexité. Après, forcément, calculer une NEC nécessite un investissement en termes de compétences qui est assez important. Et pour te donner un exemple, pour devenir calculateur de NEC, il faut suivre 7 demi-journées de formation pour balayer l'ensemble du référentiel et voir comment on peut utiliser ces 300 pages de méthodologie de manière cohérente. Le podcast s'appelle Finance et biodiversité. Je sais que toi, tu t'es intéressé à la biodiversité au début de ta carrière, tu as fait un mémoire dessus. Qu'est-ce que ça t'inspire finalement, finance et biodiversité ? Alors, c'est deux choses très très différentes. La biodiversité qui devient un thème, je dirais, beaucoup plus médiatisé. Finalement, c'est à la fois la diversité des gènes, des espèces et aussi des écosystèmes.
c'est en fait le socle de l'ensemble des services écosystémiques dont je parlais, qui fait que on arrive à respirer, qu'on a un climat à peu près stable, qu'on n'a pas des crues dans l'eau. Et voilà, c'est tout simplement le mot que l'on peut mettre à l'ensemble du vivant qui vit dans la biosphère. Alors le lien avec la finance, il n'est pas évident au départ. Donc la finance, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un maillon du grand système économique humain qui est complètement indispensable et dont on aura d'ailleurs encore plus besoin si on veut investir dans les solutions de la transition et financer cette transition. Et donc c'est a priori, je dirais, deux univers qui n'ont rien à voir, sauf que on a besoin de comprendre quels sont les business models qui sont résilients et qui vont survivre à la transition écologique. Et c'est là où on trouve la conjonction, c'est quelque chose d'essentiel, y compris pour un banquier, de prêter ou de connaître les risques qu'il y a dans l'entreprise qui va financer. Pour un investisseur en actions ou en obligations, pareil, il est essentiel de savoir si cette entreprise sera encore là dans 10 ans, ou si elle va pas parce que la réglementation va changer, parce que le comportement de ses clients ou des consommateurs vont changer. Elle va pas devenir finalement un objet économique en voie de disparition du fait de la transition écologique. Est-ce qu'on peut investir dans la biodiversité ? Alors oui, bien sûr, c'est très simple. Tu achètes une forêt où tu vas t'installer et créer une ferme d'agroécologie. Donc là, on est dans le concret, le physique. Les choses plus faciles, lorsqu'on veut tout simplement épargner, avoir une épargne qui travaille dans ce sens-là, c'est surtout d'éviter justement de flécher son argent vers les problèmes et vers ce qui freine la transition écologique. Et donc c'est là notre levier, je dirais, le plus facile. Et c'est typiquement cette envie qu'on a voulu, en face de laquelle on a voulu construire une réponse lorsqu'on a bâti Sycomore Écosolutions, ou d'ailleurs le fonds objectif climat de cette année. Et donc pour faire ça, il suffit de regarder quels sont les sous-jacents qui sont financés. Est-ce qu'on va financer plutôt de l'agriculture intensive, qui est dépendante d'un usage lourd de pesticides? Et qu'est-ce que c'est un pesticide ? C'est un biocide, donc c'est fait pour tuer le vivant par définition. Ou est-ce qu'on va être plutôt sur des modèles agricoles plus durables, avec des rotations de culture, de la biodiversité dans les espaces et de l'agroécologie par exemple? Quelque part, ta réponse est de dire, si j'ai bien compris, on peut investir dans la biodiversité si finalement on évite tout ce qui la détruit. C'est ça ? Oui, parce qu'aujourd'hui, alors c'est ce que moi j'avais modestement observé il y a presque maintenant 30 ans lorsque j'avais fait mon mémoire sur la biodiversité en sortie de mon école d'ingénieur. À l'époque, il y avait déjà des signaux de fragilisation de la biodiversité. 30 ans après, ces signaux sont devenus complètement alarmants. Je t'invite à voir le dernier rapport de l'IPBES. Alors, l'IPBES qui est l'équivalent de ce qu'on appelle le groupe d'experts international pour le climat. L'IPBES, c'est la même chose pour la biodiversité et les services écosystémiques, sauf que ça a été créé en 2012 alors que le GIEC a été créé en 88, donc il y a 24 ans d'écart entre les deux. Mais ce rapport, le dernier rapport, montre que nous sommes rentrés dans la 6e extinction de masse du vivant due à l'activité humaine et que le rythme d'extinction, il n'y a aucun précédent dans l'histoire. Et après, ça se mesure lorsqu'on fait un Paris-Marseille en voiture. Maintenant, le pare-brise, il n'y a pas tous les insectes écrasés qu'il y avait avant, mais il y a des chutes énormes du volume d'oiseaux, d'insectes, et on le voit sur tous les continents de manière très très hétérogène, mais on est déjà dedans. Donc oui, déjà arrêter cette extinction, c'est déjà le premier levier et la priorité. Et après, trouver des actifs qui vont être purement favorables à la biodiversité, là, il faut revenir à des solutions très simples comme aller protéger des espaces pour que ils puissent continuer à être des réservoirs de biodiversité, qu'ils ont en général des réservoirs de puits de carbone aussi, pour faire résonance à l'objectif climatique. Qu'est-ce que c'est pour toi la transition écologique ?
Et quelle est un petit peu la direction vers laquelle le monde financier doit aller ? La transition écologique, alors d'une part, elle ne peut pas être qu'écologique. Elle sera forcément solidaire et avec une dimension sociale. Parce que lorsqu'on regarde à la fois les problèmes et les solutions, qui va être et qui est déjà impacté le plus aujourd'hui par les problèmes, c'est les plus faibles, les plus précaires, les plus pauvres. Et qui a participé le plus historiquement aux problèmes, ce sont par construction les plus riches, parce qu'ils ont eu le plus gros pouvoir d'achat, et pouvoir d'achat égale pouvoir de polluer. Donc forcément, c'est un sujet éminemment sociétal, de par ses origines, de par ses conséquences. Et lorsqu'on lit un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, que j'adore, qui s'appelle « L'égalité est meilleure pour tous », il montre très bien qu'en fait, le mal-être social, qui peut se traduire par des problèmes de violence, plus de filles mères, plus d'obésité, plus de personnes en prison, plus de dépression, plus de suicides. La mesure du mal-être d'une société est très fortement corrélée à son niveau d'inégalité. Et on voit aussi que les pays qui ont des histoires et des systèmes qui sont plus égalitaires sont en général des pays qui sont le plus avancés dans la transition écologique. Donc la transition écologique doit être forcément un projet de société finalement. Et ne peut pas se traiter hors sol. Elle est ancrée en fait dans nos modes de vie, dans ce à quoi nous aspirons. Je pense que ce qui est important pour faire la transition écologique, c'est d'avoir envie d'autre chose et de rêver d'autre chose. Aujourd'hui, on est bombardé de messages contradictoires. On lit un journal, on voit que y a les incendies en Australie. Demain, c'est un pic de chaleur à un endroit, puis c'est le coronavirus. Et d'un autre côté, on tourne la page et on voit une pub sur un 4x4 ou une pub pour aller en avion à l'autre bout du monde pour très peu cher. On est bombardé de messages qui nous disent quelque part, si on veut réussir dans la vie, il faut voyager, avoir des grosses voitures, prendre souvent l'avion, ce qu'incarnent souvent les stars, que ce soit des joueurs de football ou chacun son type d'idole. Et puis les messages qui sont anxiogènes, qu'on nous envoie maintenant de plus en plus, et c'est quand même assez marquant que depuis 5 ans, moi j'observe une hausse des messages alarmistes sur la situation de la planète. Et donc voilà, cette sorte de permanence de messages contradictoires, c'est une source de mal-être. Et d'où l'importance aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut être et à quels sont finalement nos nouveaux imaginaires à inventer. Et ce qui est évident, c'est que la transition écologique c'est un appel à un monde plus sobre, plus frugal, mais beaucoup plus heureux, où on n'aura plus ces injonctions contradictoires qui font qu'on peut devenir complètement fou ou schizophrène. Voilà, ça va bien au-delà de l'écologie, ça va bien au-delà aussi du seul social, ça fait référence à finalement ce qu'on veut aspirer à être. Et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est le volet attirant de la transition écologique. Pour qu'on passe dans un monde plus sobre, comme tu viens de le décrire, mais qu'on ait quand même cette impression de croissance ou d'amélioration de bien-être de la société, et finalement pour que la transition soit acceptable ou qu'elle soit acceptée, est-ce que tu penses qu'il faut changer la mesure du PIB ? Alors le PIB, c'est un bon exemple qui incarne un peu notre schizophrénie et le problème qu'on n'a pas les bons indicateurs. Parce que finalement, aujourd'hui, on sait que le PIB n'est pas corrélé par exemple au bonheur ou au bien-être des sociétés, sauf lorsqu'il est vraiment très bas. Donc dans les premiers paliers, oui, mais pour des pays développés comme les nôtres, on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre le niveau de bien-être ou différents indicateurs que l'on prend et le PIB. Lorsqu'on regarde finalement ce que mesure bien le PIB, il mesure en fait notre capacité à faire tourner la machine économique. Il a été fait pour ça. Hein. Et la machine économique, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'on regarde la réalité physique des choses ? C'est qu'elle prend des ressources, renouvelables ou pas renouvelables, et qu'elle les transforme en déchets, qu'ils soient gazeux, liquides ou solides. Et en fait, le PIB, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une mesure qui permet de mesurer le progrès de l'humanité, mais ça mesure en revanche de manière assez fidèle la vitesse à laquelle on transforme des ressources en déchets. D'où le fait de changer de référentiel, et y compris d'indicateur, et de changer d'imaginaire. Est-ce que dans tes hypothèses d'investissement, tu prends déjà en compte un possible changement du PIB dans les années à venir ? Alors le PIB,
On en a pour un moment encore. Non, l'idée était juste de montrer que voilà un indicateur utilisé beaucoup de biais. Ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est ce qui s'est toujours passé, c'est-à-dire qu'on est dans la transformation. Donc il y a des choses qui croient, qui décroient en permanence, et la direction qui est en train de s'accélérer quand même aujourd'hui, c'est que les modèles économiques qui incorporent mieux les impacts environnementaux seront de plus en plus favorisés ou pérennes de par l'environnement, pas que l'environnement naturel, mais de par les législations, de par tous les acteurs économiques, les clients d'abord, et donc de par l'ensemble des facteurs auxquels ils sont soumis. Et lorsqu'on regarde, on me pose souvent la question de finalement comment faire la transition écologique. Je réponds souvent avec une grille de lecture très simple, c'est de dire qu'il y a 3 grands leviers, il y a 3 grandes familles de leviers. Tout d'abord, il y a le levier de la demande. Et là, c'est le levier des clients. Et que vous soyez dans l'industrie ou un consommateur, dans le B2B ou dans le B2C, le premier pouvoir, c'est celui du client qui peut décider du jour au lendemain de dire « Ah ben non, moi je veux plus d'une chaudière au fioul, ou je veux plus d'une chaudière au charbon, je veux passer au gaz, ou je veux passer à la pompe à chaleur avec de l'énergie décarbonée, électricité décarbonée, etc., etc. » Et donc, lorsqu'on achète des aliments, on peut décider de changer de mode alimentaire. C'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays et qui s'accélère. Donc, il y a vraiment le levier de la demande qui est le plus rapide. Après, il y a vraiment le levier de l'offre. Et là, c'est le ressort de l'entrepreneur, des entreprises. Qu'est-ce que je propose ? Qu'est-ce que je propose face à cette demande ? Et là aussi, il y a plein de solutions. Et on voit beaucoup d'entreprises qui se transforment. Et donc, là, une partie de la solution, elle est bien sûr dans tous les acteurs économiques pour proposer des nouvelles choses plus alignées avec la transition. Après, le troisième levier, c'est les règles du jeu. Et là, c'est le levier le plus puissant. Ça va être l'ensemble des éléments de régulation qui sont à la main du législateur. Donc, le levier, nous, on l'a en tant que citoyen. Et il va être... Va-t-on ou pas faire les recommandations de la Convention citoyenne ? Va-t-on ou pas augmenter la taxe carbone ? Va-t-on ou pas interdire les publicités sur les aberrations environnementales, etc. Et on voit que le corpus réglementaire, par exemple la taxe carbone, il est très hétérogène dans le monde, mais il y a clairement depuis 20 ans une augmentation à la fois du nombre de pays qui sont passés sur des taxes carbone et de la valeur de cette taxe. Et par exemple, en France, il y a eu 2 échecs avant la transformation de 2014. Il y en a eu un en 2000 et puis un en 2009. Mais finalement, au 3e essai, le Conseil constitutionnel n'a pas arrêté la taxe carbone. Puis après, elle a augmenté beaucoup jusqu'à arriver à être perceptible par le consommateur et à susciter l'insatisfaction des gilets jaunes. Voilà, mais il y a vraiment ces 3 leviers et il faut agir sur les 3. Les 3 bougeront et c'est ça qui vont faire que le contexte des règles du jeu économique, parce que les clients changent, parce que les fournisseurs changent et parce que les régulations changent, va se transformer. Alors justement, sur ce concept de demande et d'offre, si on le retranscrit au monde financier, et dis-moi si tu as la même vision que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte demande pour investir dans des sociétés dites vertes, et que finalement l'offre aujourd'hui est assez basse et que c'est difficile de vraiment trouver des sociétés vertes. Est-ce que cela peut contribuer peut-être à des bulles qu'on pourrait appeler des bulles vertes ? Alors oui, la grille de lecture marche très bien alors sur tous les secteurs. Dans le secteur financier, c'est très très sensible parce que les 3 leviers sont en action. Premièrement, la demande. Aujourd'hui, il y a tous les sondages le disent depuis des années, mais l'épargnant souhaite des produits par exemple verts ou des produits plus responsables et il a du mal à en trouver. Donc il y a une attente, donc une demande qui est encore insatisfaite. Et cette demande, elle ne fait que croître. Et du côté de l'offre, il y a quand même une transformation, notamment en Europe, un peu plus que dans le reste du monde, notamment en France, avec des poussées réglementaires. C'est le 3e levier dont je vais reparler. Mais on a vraiment un ensemble d'entreprises. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Sycomore. Entre, je dirais, 2015 et aujourd'hui, juste pour te donner une idée, on est parti d'une situation pour construire une stratégie environnementale à partir de 2015.
où on est arrivé 5 ans après avec 35% du portefeuille de Sycomore qui a une orientation verte, avec 25% de nos encours qui sont labellisés Umweltzeichen, qui est un label autrichien, où là on est sur un premier niveau de vert, et puis il y a 10% en plus qui sont des encours là, vert foncé, avec le fonds Sycomore Éco-Solutions dont j'ai parlé, et puis le fonds Objectif Climat qui est en train d'arriver en cette fin d'année là, et donc qui va représenter, donc les deux fonds vont représenter 10% des actifs de Sycomore. Donc en l'espace de 5 ans, notre offre a considérablement évolué. Et ça incarne aussi la rapidité avec laquelle les entreprises et les acteurs donc, qui proposent des solutions peuvent s'adapter. Le troisième levier, c'est la réglementation. C'est un bouleversement depuis 5 ans. Au niveau mondial, avec la TCFD, maintenant il y a la TNFD. Alors la TCFD, c'est la Task Force for Climate Related Financial Disclosure, donc qui existe depuis 4 ans, qui est en train de devenir un standard mondial. Et la TNFD, c'est la même chose, pour simplifier, sauf que le C de climat est remplacé par le N de nature. Donc il y a une vision capital naturel, biosphère, notamment biodiversité, et donc pour faire rentrer dans les publications, disclosure, les impacts sur notre biosphère. Et donc, au niveau européen, il y a tous les sujets qui montent en puissance avec le plan pour la finance durable de l'Europe, avec le sujet de la taxonomie, justement, avec la réglementation de disclosure qui va être rentrée en vigueur le 10 mars 2021. Et puis, au niveau français, on a pris de l'avance avec le fameux article 173, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va se muter l'an prochain en article 29 de la loi qui a été votée en 2019. Et donc, qui nous oblige, tout acteur du monde financier, à justement à être transparent sur notre contribution à la transition écologique et avec un volet biodiversité qui a été formalisé dans la nouvelle version de cet article de loi. Donc la réglementation également nous pousse à cette accélération. Donc oui, là on est sur, les 3 signaux sont clairement ouverts. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision de la finance dans les années à venir ? Est-ce que tu penses que la finance sera véritablement verte ? Alors moi, j'aime pas faire des prévisions parce que ce que je vois à mon quotidien, c'est que les prévisions qui sont souvent faites sont pas réalisées. Je préfère parler du champ de contraintes. À mon sens, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir des promesses clients sur de la responsabilité et une gamme de produits qui n'est pas alignée avec cette promesse. Est-ce que jusqu'à quel point on arrivera ? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je pense et que je vis au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, justement, l'ensemble du comportement des acteurs, les clients eux-mêmes et le régulateur et tout l'écosystème qui est autour, qui sont des prestataires, qui sont des ONG, ont une exigence qui est clairement augmentée sur à la fois la transparence et à la fois le contenu et l'impact de ce qui est donc des sous-jacents, de ce qui est financé in fine. Voilà. Donc ma conviction, là où je me risquerais à des prévisions, c'est que le système va être condamné à une transparence et à communiquer de manière plus fiable sur ses impacts réels. Et ce qui incarne assez bien cette dynamique qui est déjà largement enclenchée, c'est les labels par exemple. Il y a 5 ans, il n'y avait quasiment pas de labels dans la finance au niveau européen. Aujourd'hui, il y en a plus de 10, dont certains ont des dimensions environnementales. Et ça donne une information qui est normée. Lorsqu'un label est bien contrôlé et bien conçu, c'est très très utile. Et donc aujourd'hui, on voit que les encours sous label, Novetic les mesure tous les ans notamment, ils sont en croissance énorme. On est sur des croissances à 2 chiffres depuis le départ et ça va continuer. Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Comment tu comparerais la vision que tu as de la transition écologique par rapport aux autres gérants de la place ? Comment tu te définirais ? C'est pas à moi de me définir. Moi, ce que je peux observer, c'est que moi, je parle par construction plus facilement à des personnes qui ont cette vision. Et honnêtement, il y en a. Ce qui nous permet de faire... d'avoir créé un collectif autour de l'année initiative. Cette année, on a un gros chantier sur la biodiversité
et on a lancé une initiative conjointe avec AXA, BNP, Mirova, pour développer justement la quantification des impacts physiques sur la biodiversité. Des gens, je dirais, qui portent ça, il y en a plus qu'avant. Après, nous, on essaie modestement d'être en avance. Pas trop, parce que si vous êtes trop en avance, vous êtes pas dans le marché. Vu que ça se transforme très vite, on a vraiment intérêt à être en avance. Voilà. Après, c'est pas à moi de me définir. Moi, je crois beaucoup en la diversité des équipes. Je pense que c'est une richesse de Sycomore, moi, qui me fait apprécier beaucoup cette entreprise. On a des profils très différents et voilà, on n'est pas intelligent tout seul. On est intelligent lorsqu'on confronte ses avis avec les autres. Et moi, je crois beaucoup dans la diversité des compétences, des parcours, des origines. Et c'est vrai aussi des types de formation, des types de carrière, du genre, de la nationalité. Toi qui as réfléchi à toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour participer à la transition écologique et à la transition sociale dont tu parlais ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Et vraiment, il y a 2 registres. Il y a vraiment ce qu'on peut faire au quotidien. Donc au quotidien, je vais prendre le train plutôt que l'avion, je vais manger moins de viande, plus de légumes, si possible produits localement. Je peux plus utiliser mon vélo, je peux recoudre mes chaussettes. Je peux réparer. Il y a 2 week-ends, j'ai fait réparer, enfin pas réparer, j'ai fait mettre à niveau mon Mac. J'avais un vieux Mac de 2009 qui mettait 5 minutes à s'allumer. Maintenant, il met 20 secondes. Et ça m'a évité d'acheter un nouveau Mac. Et je suis très content parce qu'en plus, j'ai tout récupéré. Mais donc, on a plein de petites choses à faire dans ces achats des quotidiens ou ces habitudes. Et puis après, le deuxième registre, c'est le choix de vie. Et donc, c'est choisir un métier. Par exemple, l'an dernier, il y a eu un manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a connu énormément de signatures. Ce qui montre que la nouvelle génération, aujourd'hui, n'est pas prête à travailler pour n'importe quelle finalité. Donc, choisir son métier et ce qu'on va faire, pour quelle organisation va servir, c'est un levier, un choix de vie qui est très important. Après, lorsqu'on choisit sa résidence principale, ou si on a la chance de pouvoir avoir une résidence secondaire, l'isoler, pas l'isoler. Est-ce que si on la construit en béton ou en bois, là il y a des choix qui sont assez déterminants. Ou sa mobilité, est-ce qu'il faut avoir 0 voiture, 1 ou 2? Les options sont ouvertes. Et après il y a des choix que l'on fait aussi à travers notre épargne. Finalement, où je veux placer mon épargne retraite. Et là il y a des leviers qu'on a absolument pas utilisés, qui font référence à justement cette demande insatisfaite qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a bien sûr le choix du citoyen, qui est de voter et d'en parler, voire de militer. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Guillaume, d'avoir pris le temps de nous présenter ton modèle sur la contribution environnementale des entreprises, la NEC, et puis de nous avoir présenté ta vision du monde. Merci à toi. Je remercie une nouvelle fois Jean-Guillaume Péladan pour sa participation. Je le répète, Jean-Guillaume est gérant d'investissement et directeur de la recherche de Sycomore. J'ai pris un très grand plaisir à échanger avec Jean-Guillaume et à préparer cette interview. C'est l'exemple parfait, selon moi, du gérant qui a des convictions fortes et qui essaie de créer des portefeuilles d'investissement qui ont un impact positif sur l'environnement. Je pense qu'on peut dire avec certitude que les fonds que Jean-Guillaume gère ne font pas de greenwashing. Bravo Jean-Guillaume. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles. Notez-le 5 étoiles, s'il vous plaît. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.